L'émission cinéma du Festival international du film d'Amiens en direct et sur la page Facebook du festival. Cet après-midi, nous recevons Claire Simon. Bonsoir Claire. Bonsoir. Je suis vraiment content de vous recevoir. Je vous raconter une anecdote hors plateau, puisque lors de ma formation à la Sorbonne, le premier documentaire que j'ai analysé avec Olivier Danizo, c'était Récréation, un documentaire de vous que vous avez réalisé en 1992. Oui, en effet, oui. C'est sur les jeux des enfants dans la cour de l'école maternelle. Alors, pour vous présenter en quelques mots, donc, le catalogue du festival vous présente de la manière suivante. Quiconque a vu un film de Claire Simon ne peut douter qu'elle soit une accoucheuse d'âme. Je trouve ça très beau. Vous êtes présente ici parce que vous venez de faire une masterclass qui a duré 2 heures, qui était très longue, et 2 de vos films sont projetés dans le cadre du festival. Il y a Récréation qui a été projeté il y a quelques jours, et pendant toute la durée du festival, il y a aussi votre film, qui est un des derniers films que vous avez réalisé, Le Village, dont on parlera tout à l'heure, qui est un film assez exceptionnel. C'est une série. Une série, oui. 10 fois 52 minutes. Voilà, dont on en parlera, voilà, 10 fois 52 minutes, ou 28 fois, j'ai lu aussi. Ou 20 fois 26 minutes. C'est ça. Voilà. En quelques mots, votre parcours, donc vous êtes passée par les ateliers Varan, vous avez été directrice du département réalisation de la FEMIS, vous enseignez encore à Paris 8. Oui. Tout à fait. Et votre filmographie, je pense qu'il doit y avoir une vingtaine de films. Alors j'ai fait une sélection subjective des films de vous que j'aime. Il y a Récréation, dont on va parler tout à l'heure, de 1992. Il y a Coûte que coûte en 95, qui parle des difficultés de gestion. Il y a 800 km de différence en 2000, qui parle de l'amour de 2 jeunes gens. Il y a Le Concours en 2016, qui parle du concours de la FEMIS. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, on recevait 2 anciens étudiants de la FEMIS, de la promo 2009, qui sont venus présenter leur film. Et en fiction, il y a Sinon oui, en 97, qui est l'histoire d'une femme qui simule une grossesse et vole un enfant. Il y a Ça brûle, en 2006, l'amour d'une adolescente de 15 ans et d'un homme de 37 ans. Il y a Les bureaux de Dieu, en 2008, qui est une histoire qui se passe au planning familial. En fait, c'est des rencontres de femmes entre rire et larmes. Et il y a Gare du Nord, en 2013, où des gens se croisent au sein de la Gare du Nord. À chaque fois, il y a un beau casting, parce qu'on retrouve Nicole Garcia, mais dans des films aussi, on va voir, dans Gare du Nord, il y a Reda Kateb, on a aussi François Damiens. Dans Bureau de Dieu, il y a Michel Boujna, il y a aussi, j'ai vu Marie Laforêt, qui est décédée il y a quelques jours. Oui, j'ai montré l'extrait tout à l'heure avec Marie Laforêt, oui. Qu'est-ce qui fait de tous ces films, alors j'en ai cité quelques-uns, parce qu'il y en a d'autres aussi, que vous choisissez plutôt, sur certains sujets, de faire une fiction ou un film documentaire ? Souvent, on fait une fiction quand on ne peut pas faire un documentaire. Non, j'exagère en disant ça, mais c'est-à-dire que, bon, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. J'ai montré un extrait de Ça brûle, une fille qui fout le feu à la forêt et qui incendie toute une région. Bon, ça, c'est difficile à filmer en documentaire. Et pour être près de ses sentiments et sa pensée et ce qu'elle fait, c'est, disons, un crime, quoi. Voilà. Après, il y a une chose qui est très belle dans le cinéma documentaire et qui est malheureusement plus difficile à obtenir en fiction, c'est le fait d'improviser et de chercher, sans trop savoir quel est le film qu'on est en train de faire, et de le fabriquer au fur et à mesure. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, le cinéma documentaire ressemble plus à la peinture, et les peintres n'écrivent pas toujours des projets tout ficelés de leur tableau, même s'ils l'ont en tête, ils le fabriquent au fur et à mesure. Et cette liberté du cinéma documentaire, elle n'est pas inféodée simplement à des sujets journalistiques ou des sujets sérieux. On peut faire, et c'est un peu ce que je fais, des films documentaires sur les sujets
dont d'autres font des films de fiction. Après, il y a des choses que je peux faire en fiction que je ne peux absolument pas attraper en documentaire. C'est pas seulement le crime ou l'événement, c'est aussi quelque chose qui est trop grand ou trop secret ou voilà. Et donc ensuite, mon souci en fiction est vraiment d'avoir l'impression que les choses ne sont pas intentionnelles, qu'elles arrivent comme si j'avais réussi à ce qu'elles suintent du réel lui-même, quoi. C'est cette liberté qu'ont les histoires pour surgir que j'essaye d'attraper d'un côté comme de l'autre. Dans plusieurs de vos films, on retrouve des histoires fortes sur des femmes. Il y a quelques jours, j'ai vu un film en avant-première de Quentin Delcourt qui s'appelle Pygmalion, où il y a une exploitante de salle qui vient dire son étonnement sur le fait qu'à la Fémis, aujourd'hui, il y a autant de femmes que d'hommes qui rentrent au concours et que la proportion ne se retrouve pas dans le milieu du cinéma tous les jours. C'est un sujet sur lequel vous vous exprimez ? Oui, oui, bah, c'est très dur de... Enfin, moi, je peux témoigner, puisque quand j'ai commencé à vouloir faire des films, c'était un peu pas très... Il n'y avait pas de très... Enfin, il y avait Agnès Varda, Chantal Akerman, Nadine Trintignant, Yannick Bellon. Il y avait très, très peu de... Et des femmes sur le plateau étaient... il n'y avait pas de... Il y avait que Nourita Vive, qui était très jeune à l'époque, qui faisait l'image. Il n'y avait pas de femmes qui faisaient du son. Et les femmes étaient cantonnées parfois au scénario et souvent au montage. Et moi, mon école a été le montage. J'ai appris en faisant du montage. Et comme je disais, ce grand cinéaste que j'admire beaucoup, Jean Renoir, ses films sont signés le montage est signé Marguerite. Elle n'avait même pas de nom de famille. À l'époque, les monteuses étaient les monteuses négatives qu'on amenait. Voilà. Donc, bien sûr que c'est un monde... et surtout le monde de la fiction, un monde où il y a de l'argent, et donc là où il y a de l'argent, il y a des hommes. Bon, et c'est donc une lutte pour exister, pour que les films non seulement soient faits, et faits comme on veut, mais aussi soient vus. C'est parce que la plupart des directeurs de festivals sont des hommes et qu'ils choisissent des films qui racontent leur vie, quoi, en gros. Et donc, il va falloir que peu à peu, il manque 45% de films tous les jours. C'est les 45% des films de femmes. Mais qu'on n'appelle plus des films de femmes, heureusement, qu'on appelle juste... voilà. Et à la Fémis, c'est un endroit où j'ai donc enseigné pendant plus de 10 ans et où c'est vrai qu'il y a une grande, quand même, une grande parité. Enfin, il y a des années où il y a 5 filles en images, ou des années où il y a 4 filles en son, où il y a... C'est rare qu'il y ait 6 filles en réalisation. Mais il y a beaucoup, il y a quand même quelque chose qui est très... qui est plus libre. Enfin, les filles sont très représentées dans l'école, mais c'est déjà très difficile de rentrer dans cette école. Voilà, en tout cas, c'est certain que le cinéma traditionnel, corporatiste français n'est pas très accueillant pour les femmes. Alors pour ceux qui n'ont pas vu d'ailleurs, pour vous parler du concours de la Fémis qui est difficile, ils peuvent voir votre documentaire, le concours de 2016, qui montre l'intérieur de ce concours. Dans le cadre du festival, donc, a été présenté en début de semaine Récréation. Donc c'est un film de 1992. J'aime bien cette phrase pour le décrire. C'est l'histoire d'un petit pays, d'une petite scène de théâtre, habitée plusieurs fois par jour par son peuple, les enfants. Je propose, pour en parler, avant qu'on voit la bande-annonce, tout de suite de Récréation. Donnez-moi tous les bâtons! Donnez-moi tous les bâtons! Et après, toi et toi. Après, vous restez avec moi toujours. Parce que moi, je suis un coiffeur et je suis un papa. À vous, à toi,
à toi et à toi. Je suis un humain qui est dans une maison. Est-ce que tu veux que j'aille chercher des bâtons pour toi? Ah, tu veux ou pas? Oui, pas démouillé. D'accord. Alors nous trois, on va attaquer Thomas Zambu, Thomas Grèce, Thomas Light. Allez, toi aussi, Loïc. Toi aussi, vas-y. Et toi, allez, toi aussi, Loïc. Toi aussi, vas-y. Vas-y. Nous venons voir donc la bande-annonce de Récréation, tournée en 1992. Quand j'ai vu ce film, ça m'a fait penser à un roman, celui de William Golding, Sa Majesté des Mouches, où les enfants recréent finalement la société adulte. C'est ce que vous vouliez montrer à travers ce film? C'est ce que j'ai vu, oui. Enfin, disons que ils utilisent tout ce qui est tout ce qu'ils ont entendu, etc. Et ils essayent de trouver des bonnes histoires, des histoires qui permettent qu'il y ait des liens entre eux, quoi. Et c'est leur recherche de l'histoire qui marche qui m'a le plus impressionnée, quoi. Quitte à ce que cette histoire soit catastrophique. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait une histoire et qu'elle raconte qui ils sont. Voilà. Dans mon souvenir, je me souviens du film de Peter Brook qu'il a tiré de Sa Majesté des Mouches. C'est plus démonstratif que ce que moi j'ai réussi à voir, qui était que certains ont trouvé très violent, mais qui était avec une innocence immense de la part des enfants, d'essayer de se dire, nous, là, on est tout seul entre nous dans la cour, et c'est ça la vraie vie. C'est le seul moment dans notre vie où on est libre. Et donc, on est en train de répéter ce que sera la vie plus tard, quoi. Oui, parce qu'il y a des moments, c'est déchirant, parce que les enfants, il y a les bagarres, mais il y a aussi les consolations. On vit toutes ces émotions. Et il y a une vraie émotion qu'on vit dans ce film. Oui, mais parce que je crois aussi qu'entre nous, quand on voit des petits-enfants qui deviennent donc des héros, qui sont automatiquement par le cinéma, non pas des êtres en devenir, mais des héros tels qu'ils sont, mais surtout, on s'identifie à... Enfin, il y a quelque chose qui est nous, enfants, on voit l'autre enfant et on le reconnaît. Et c'est nous, quoi. C'est nous, l'enfant. Votre cinéma, c'est que vous racontez des choses qui sont en train de s'écrire. Et c'est, je fais le pont avec une autre série, donc Le Village, qui est sortie cette année, en fait, qui a été diffusée cette année. Qui est passée sur Ciné+ et qui est actuellement sur la plateforme tenk.fr et qui sera ensuite, à laquelle ça vaut le coup de s'abonner si on est intéressé par le documentaire, parce que c'est une plateforme exceptionnelle de documentaires d'auteurs. Et puis, par ailleurs, ça va être diffusé sur TV5 Monde et dans quelques salles de cinéma comme ça. Pour moi, c'était une expérience très intéressante parce que d'abord, ce village est exceptionnel. C'est Lussas, en Ardèche. Parce qu'il faut raconter que l'histoire, en fait, déjà, c'est un format singulier, cette série, puisque c'est 10 épisodes de 52 minutes, et que vous racontez l'histoire d'un village, Lussas, qui est en Ardèche. Il y a 1100 habitants. Oui. Alors, pour le monde du documentaire, ce village est très connu, puisque tous les ans, il y a les états généraux du documentaire qui s'y déroulent. Et vous avez suivi, je crois, pendant très très longtemps, les gens de ce village. Au-delà simplement du documentaire et de ce qui s'y passe, vous allez nous en parler, de cette plateforme qui se met en place là-bas, c'est aussi la vie des villageois et des agriculteurs.
Voilà, c'est-à-dire que Jean-Marie Barbe, qui était le fils de l'épicerie et d'agriculteurs, a à un moment choisi non pas de continuer à être soit épicier, soit agriculteur, mais à faire venir le cinéma documentaire dans son village. Et peu à peu, ça c'était il y a 40 ans, et peu à peu, c'est devenu un lieu, du point de vue du documentaire, qui est assez unique au monde, où il y a à la fois un master, une université, il y a à la fois une vidéothèque qui est la plus grande quasiment du monde, où il y a la distribution, la production, etc. Il y a entre 40 et 50 personnes qui vivent à l'année du cinéma documentaire à Lussas. Et en même temps, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le miroir avec l'agriculture, parce que ce village est encore un village très agricole, avec des gens qui cultivent la vigne, les fruits. Il y a certains qui font de l'élevage, mais plus loin. Mais disons que c'est surtout les fruits et la vigne. Et les problèmes, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'économie. C'est-à-dire que les gens, comment des gens, qu'ils soient agriculteurs ou qu'ils aient envie de faire ou de montrer des films, arrivent à faire ce qu'ils veulent et en vivre. Voilà. C'est ça qu'on voit. Et j'ai pris comme scénario le fait qu'ils aient, donc ceux du documentaire ont décidé de créer cette plateforme donc numérique, une plateforme pour remplacer la télévision qui se désintéresse du documentaire d'auteur. Donc, et la création de cette plateforme, le financement, la difficulté, comment on l'a fait, etc. Le lancement, la venue de la ministre, enfin toutes sortes, les problèmes avec les politiques qui laissent tomber, les politiques qu'il faut reconquérir, etc. Jusqu'à ce qu'ils ont réussi à faire, c'est-à-dire à se faire financer un bâtiment qui est unique au monde, parce que c'est un bâtiment entièrement dédié au documentaire, de 1500 mètres carrés, et qui a été inauguré il y a même pas 6 mois. Et dans lequel toutes les différentes branches du documentaire se sont retrouvées. Et donc, cette arche narrative, donc c'est une série dans le sens où il y a vraiment une histoire, est en regard avec la vie des agriculteurs, les problèmes qu'ils rencontrent, les orages, la vente de leurs produits ou pas, et leurs difficultés à eux. Et le fait qu'ils se parlent assez peu des deux côtés de cette rue unique du village. Mais à la fin, quand même, tout le village va visiter ce bâtiment enfin construit. Voilà. C'est surprenant le format que vous avez choisi. Donc, c'est 10 épisodes de 52 minutes. Pourquoi ce format ? Parce que c'était très complexe à pouvoir raconter tous les à côté, etc. Et que, par définition, le sujet d'une série, c'est un microcosme. Un village, c'est un microcosme. Et donc, on a une histoire qui s'écrit avec les possibilités de raconter des tas de concomitances qui sont très intéressantes, parce que ce qui est concomitant, hétérogène et tout, n'est pas toujours bienvenu dans un film d'1h30 où on doit tracer une ligne comme ça. Or, si les gens maintenant sont habitués et aiment les séries, c'est aussi parce que sans doute ils ont un goût qui s'est développé pour ce qui est hétérogène, pour ce qui est plus, qui peut y avoir plusieurs types d'histoires dans une seule histoire, qu'il peut y avoir plusieurs types de personnages, etc. Ce qui est parfois assez difficile à mener dans un long métrage. Vous ouvrez une voie, parce que vous dites les gens aiment les séries, donc vous ouvrez une voie vers les séries documentaires ? C'est-à-dire que normalement, les séries documentaires, si vous voulez, c'est les impressionnistes, je ne sais pas, les architectes, donc... Sauf, il y a eu cette série formidable de Jean-Xavier de Lestrade qui s'appelle L'escalier de Staircase, qui est une crime story, ce qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire c'est un procès. Voilà, c'est déjà un cadre assez formaté qu'on connaît. Là, c'était l'idée d'essayer vraiment de prendre, de suivre cette histoire qui va du virtuel au béton en racontant ce qu'était ce microcosme du village. Voilà. Alors, je propose qu'on voit la bande-annonce du village, qui a déjà été diffusée sur Ciné+, sur Ciné+, et qui est actuellement sur Tank. Donc tout de suite, la bande-annonce du village. Moi, je trouvais ça très émouvant, ce film, justement, parce que vous avez osé mettre en image le fantasme de l'exil,
Les films qu'on va montrer sur la plateforme sont une vision du monde. On les voit ici à l'USAS, on les voit dans beaucoup de festivals, mais on ne les voit pas autrement. Donc, on va les montrer. La plateforme, ça va être d'enfer. Je travaille avec Pierre sur le développement de Tank, de la plateforme. Pour moi, c'était tellement évident. Elle a sorti cher ce que je faisais. Tu vois, en économie, c'est entre 6 à 10 millions d'euros par an investis sur les films. En 2018, on aura un bâtiment avec 2 salles de mixage, une salle d'étalonnage, 10 salles de montage et un studio d'enregistrement qui nous permettront vraiment de fonctionner comme une télé. Et un diffuseur différent qui propose des choses différentes. Et puis un outil vraiment de coproduction pour faire en sorte que des films d'auteur continuent à se faire. J'ai un comptable, responsable technique, j'ai du marketing et communication. Une programmation, c'est quand même un gros travail qu'il va falloir faire, mais on n'est pas payé par Tank TV pour le faire à plein temps. Et elle sera à temps plein. Ouais. Il y a 18 programmateurs, il faut quelqu'un qui puisse... Tu vois, un rédac chef, de faire une cohérence. Vous voulez absolument avoir un chef. Le travail qu'on va faire sur festival, je ne vais pas vous encadrer là, on va discuter. Non, mais tu vas encadrer le travail. Non, je vais suivre le travail. Ah bah, pas seulement, parce que concrètement, c'est pas nous qui allons faire des partenariats avec les festivals, c'est pas nous qui allons faire... Je vais suivre, mais il ne faut pas que la structure détienne l'entièreté du pouvoir. Elles sont bien, hein, quand même. Elles viennent d'être cueillies là. Hein. Là, il y avait à peu près 300 cerisiers et là, il y avait 6000 poiriers. Au ministère de la Culture directement, elle nous a dit, mais pour nous, c'est une aubaine. Ces films-là, même si vous renvoyez à d'autres partenaires, et encore faudra-t-il qu'ils existent. Or aujourd'hui, il y a plein de trous dans la raquette. 194 K € en 2016, c'est des tout petits salaires. Hein. Et c'est vrai que la ministre de la Culture, elle va poser la première pierre. Tout va dépendre du montant que vous nous demandez. On sera plutôt sur 50-60 000. Il faut qu'on soit sur 110. On a un gros trou. Moi, je vais le recalculer là. Nous, on est dans l'intégration de la manifestation. Et Pierre, on ne peut pas tenir de discours en disant on va frapper à la porte d'Arnaud pour que dans la région il nous aide et pas lui donner la parole s'il est là. Donc 200 films, 200 multiplié par 150, ça fait combien ça? 200 multiplié par 100. 220 000. 30 000. 30 000. Globalement, on va y arriver. Claire, donc le village est actuellement sur la plateforme Tank, on peut le voir, et prochainement sur TV5 Monde. Il y a aussi des projections prévues dans des salles? Oui, mais là, pour l'instant, je ne sais pas quand. Il va y en avoir une à la Cinémathèque du documentaire à Beaubourg, tout début mars, où on va montrer toute la série. Voilà. Claire Simon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à l'émission Parlez-vous cinéma. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission en direct et en public de Parlez-vous cinéma. Et pour finir, une petite pensée de Zabou Breitman. C'est souvent tout ce qui n'est pas maîtrisé qui fait l'intérêt des choses. Bonne soirée, au revoir.